Bonjour, bienvenue à cette conférence intitulée Peut-on faire confiance aux influenceurs. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu de On Joue Tu, une chaîne YouTube. Bonjour Mathieu. Bonjour, faut pas que tu cliques sur mon fil sinon. Bonjour. T'as un drôle d'accent pour un Lausannois, tu viens d'où? Je viens du canton de Berne, c'est pour ça. À la base, je suis québécois. Ça fait 10 ans maintenant que je vis en Suisse. Mon père est suisse, donc j'ai la double nationalité. Mais c'est pas la question que tu m'as posée. Tu m'as demandé pourquoi est-ce que j'ai un accent bizarre. C'est parce que je viens du Québec à la base. Voilà. Super. Merci. Manon, bienvenue parmi nous. J'ai lu quelque chose. Il paraît que tu aimes les pâtes. Qui es-tu? Moi je viens d'une famille qui est on va dire 75% italienne, d'où l'amour des pâtes. Ça s'entend pas dans mon accent parce que j'ai grandi en Suisse et j'ai toujours vécu ici. Mais non, moi je travaille pour une maison d'édition en fait, pour Helvétique plus précisément. Et voilà. D'accord, et en ce qui me concerne, moi qui anime ce débat, je m'appelle Jason Luther, je suis membre du festival de l'UNESCO. Pour me présenter vite fait, moi j'aime les jeux qui font 20 minutes au maximum ou minimum 8 heures, ce qui ça m'intéresse pas. Voilà. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif des débats. Le but ici, c'est vraiment de comprendre le lien entre influenceurs et maison d'édition. Et peut-être pour commencer, on va essayer de définir, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde, qu'est-ce qu'un influenceur, qu'est-ce qu'un youtubeur, et qu'est-ce qu'une maison d'édition, quels sont leurs rôles respectifs. Mais plutôt que de leur poser la question directement, Mathieu, à ton avis, qu'est-ce que c'est un éditeur de jeu? Alors, pour moi, un éditeur, c'est quelqu'un qui va prendre une idée, optimal, il va prendre l'idée d'un auteur et puis il va le réaliser. Il va dire voici, donc je vois ton projet, je vois ton idée, et puis voici ce que nous on peut te proposer pour t'amener à terme dans ce projet-là. Puis les étapes entre deux, puis bien sûr un auteur va toujours arriver avec les idées un peu waouh, ça pourrait être cool, on va mettre des pions en métal, et puis là l'éditeur dit alors ça va coûter trop cher, personne ne va l'acheter. Puis donc leur rôle c'est d'essayer de dire ben voici ce qui pourrait être. La gamme que toi tu cherches, c'est ceci, c'est initié, expert plus. Apparemment, maintenant, on met des plus un peu partout. Mais c'est ça, donc on va dire, ben, ça, c'est un peu ta gamme, donc ça va être dans ce prix-là que c'est vraiment essayer de plutôt le côté logique derrière, un peu le côté rêveur de l'auteur. C'est ce que moi je crois. Est-ce qu'il a vu juste ou il est à côté de la blague ou c'est pas tout à fait ça? Vous êtes vraiment les pragmatiques, les méchants dans l'histoire. Non, je dirais qu'il est pas mal dans le juste. Il y a une image qui est assez parlante, c'est de dire qu'un éditeur, en fait, c'est un chef d'orchestre. Ouais. C'est-à-dire que le travail de l'éditeur, c'est déjà de faire un premier tri dans toutes les propositions qu'on a. Par exemple, chez Helvétique, on a environ 700 propositions par an, ce qui est énorme. Ça fait plus de 2 par jour, hein, ou à peu près 2 par jour. Très mauvais en maths. Mais comme il dit, après l'idée c'est de faire le choix des matières, de faire en sorte que la relation entre les auteurs, les illustrateurs, les fabricants, etc., tout se passe bien, et aussi de faire en sorte que tout le monde à toutes les échelles croit dans le projet final. Donc il faut que, même si on apporte des modifications, toujours en accord avec l'auteur y croit jusqu'au bout, l'illustrateur aussi, il faut que vraiment on aille tous dans la même direction. D'accord, merci. C'est très clair. Est-ce que ça t'a convaincu comme explication? Tu avais raison, quoi. et comme tu as la parole, je vais peut-être te la laisser. Qu'est-ce que c'est pour toi un influenceur, un youtubeur? Comment il bosse? À quoi il te sert? Est-ce qu'il te sert à quelque chose? À quoi il te sert? Alors oui, selon Helvétique, l'idée pour nous, en fait, c'est qu'on ne veut pas que nos jeux se retrouvent dans les mauvaises mains. En guillemets, quand on fait appel à des influenceurs, l'idée c'est vraiment qui vont orienter le public en fonction de nos besoins et en fonction de ses besoins. C'est-à-dire que nous, on fait des jeux pour les enfants, principalement. Il ne faudrait pas qu'un jeu pour les enfants de 6 à 99 ans, on va dire. Mais il peut être peut-être un petit peu ennuyant pour des ados, etc. Donc ça va être le travail de l'influenceur, on met d'orienter un peu ça, de mon point de vue. Et aussi de faire un peu de pub. C'est toujours un échange de bons procédés, on dit. Donc voilà. Elle avait juste ou c'est un peu différent? Non, à fond, je veux dire, après, il y a des éditeurs qui font appel à des influenceurs, pas toujours pour les bonnes raisons, mais idéalement, c'est ce que tu as dit, c'est l'idée de... c'est sûr qu'à quelque part, c'est de la promotion. Il y a un peu de marketing là-dedans, of course, mais c'est surtout
moi, il y a beaucoup d'éditeurs des fois qui vont me dire ben ça, on a pensé à ta chaîne avec ce jeu-là parce que ça te correspond. Tu vois, justement, les jeux helvétiques, des jeux pour enfants, c'est peut-être pas nécessairement ce que moi, ma chaîne va suivre, vu que je parle jamais de jeux pour enfants. Donc, toi, il y a un peu cette idée-là d'essayer c'est un peu un casse-tête, en fait. On essaie de trouver qu'est-ce qui, toi, pourrait aller avec ton audience pour que tu leur proposes quelque chose qui les intéresse au final. D'accord, donc pour rebondir sur ce que tu viens de dire, toi quand tu décides de parler d'un jeu, quelque part, c'est toi qui le prends, tu te dis ah ouais ça a l'air super, ou plutôt tu es du côté genre tu attends que l'éditeur t'envoie des jeux ou dise ah ça c'est bien, ça j'aimerais bien que tu en parles. Alors il faut savoir que ça fait 3 ans que j'ai cette chaîne. Dans les débuts, c'est sûr que tu parles du jeu qui va te faire des vues. Limite tu parles même pas avec l'éditeur, c'est juste tout le monde parle de, je sais pas moi, quand j'ai commencé c'était quoi? C'était Seven Wonders Architect par exemple, ou non Seven Wonders Duel, Agora, ça a été ma première vidéo qui a vraiment popé. J'ai pas parlé avec Repos Productions, moi j'ai fait cette vidéo parce que le jeu tout le monde l'achetait. Maintenant je suis rendu dans un procédé où j'ai de moins en moins de temps. Puis j'ai de plus en plus de demandes pour les genres de jeux que je vais couvrir sur la chaîne. Donc c'est vrai que maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir les éditeurs qui sont méga chauds parce qu'ils disent ah mais ça j'adore ton contenu, ben là je vais plus travailler avec eux là-dessus. C'est plus nécessairement moi qui va juste regarder pour les vues, je vais aussi commencer à penser qu'est-ce qui pourrait avantager ma chaîne, et puis, etc. Donc voilà. Ok, merci. Donc il y a vraiment une relation maintenant que tu as nouée avec plusieurs éditeurs. Il faut dire maintenant je vais dans le festival, puis maintenant les éditeurs c'est des personnes que je connais. Donc c'est plus facile de dire je vais écrire un mail à telle personne, t'as quoi qui peut me proposer pour la chaîne, et ainsi de suite. Alors que dans les débuts quand je commençais c'était vraiment salut tout le monde, comment ça va? Tu vois, t'es un peu tout seul dans ta chambre quoi, donc c'est pas la même chose. C'est vrai quoi, il faut rendre pas compte que c'est moi tout seul avec une caméra. Donc maintenant ça a changé, t'as une équipe autour de toi, ou t'es toujours un peu tout seul? Alors quand je fais mes vidéos, oui, je suis toujours un peu tout seul, mais je veux dire, il y a toujours un but derrière, il y a quelqu'un que je suis en train de contacter pour dire, c'est plus juste moi qui décide tout à 100%. Pour les vidéos, je suis encore tout seul à partir de mon montage et tout, mais dans un monde idéal, je pourrais payer quelqu'un à le faire à ma place, mais voilà, l'argent sur YouTube, c'est difficile. Parlons d'argent, parce que vous, chez Helvétique, vous contactez des influenceurs, vous les payez, vous leur proposez en fait des jeux, ça m'intéresse. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou bien on est plutôt dans un rapport proposition simplement, de juste d'envoi de jeu? On a plusieurs façons de faire. Il y a des fois où clairement on envoie le jeu à des influenceurs ou à des boutiques de jeux, etc., qui ont des chaînes YouTube. Et dans ces cas-là, on n'attend pas forcément quelque chose en retour parce que c'est vraiment gratuit, on croit dans le jeu et puis on tente un truc. Et après, il y a d'autres fois où en fait on fait des sortes de commandes. Et là, on va travailler avec un influenceur ou une influenceuse, mais on va lui demander quelque chose de précis. On va lui demander de mettre par exemple en avant l'ambiance du jeu. Ça ne veut pas dire que comment dire, c'est pas la même chose de demander un avis ou de travailler en fait, ou quand on passe une commande comme ça. Il y a des fois où ça devient presque de la fabrication de contenu pour nous, mais c'est pas du tout en fait la même chose que si on envoie le jeu et puis là, parfois ça peut être, on peut se faire défoncer sur le jeu, ou alors ça peut être insensé. C'est vraiment deux choses différentes. Et on travaille avec les deux, en fonction de comment on a envie de pousser le jeu, de quoi on a besoin, etc. Toi, ça t'est arrivé ce genre de commandes? Enfin, t'as déjà eu des commandes ou pas encore? Tu connais dans ton milieu, je sais pas si tu fréquentes d'autres youtubeurs jeux qui... Alors, il faut dire que c'est aussi beaucoup plus simple quand t'es en France. Moi, j'ai eu des compagnies des fois que je dis je serais méga chaud que tu m'envoies un jeu tel, puis ils regardent la Suisse, ça coûte cher pour nous exporter en Suisse, tout. Donc souvent je me fais un peu avoir avec ça, alors que par exemple je suis assez copain avec la chaîne des recettes ludiques. Je sais pas si tu connais, mais bref, lui, Ben, quand il me raconte tout ce qu'il y a, puis des fois je me dis, mais en fait, alors qu'au niveau des statistiques, on est assez similaires, mais en fait, lui, il y a plus accès aux gens, c'est tout près. Alors que moi, des fois, on a l'impression que la Suisse, j'ai l'impression que je suis au Québec tellement que je suis loin. Et puis, après, moi, j'ai aussi le truc, il y a des gens qui savent pas en regardant mes vidéos que je suis en Suisse. J'ai l'impression qu'il faudrait que je le dise à chaque vidéo, parce qu'ils me disent, mais c'est bizarre que tu sois sponsorisé par une boutique en Suisse, alors que tu es au Québec. Des fois, j'ai ce genre de procédé un peu bizarre. Mais non, dans les débuts, moi c'était vraiment. En fait, quand tu commences sur YouTube, je pense que t'es tellement excité d'avoir des jeux gratuits. C'est un peu le truc. Donc je disais, non, envoyez-moi un jeu puis je fais une vidéo. Puis là maintenant, ça me prenait une journée de travail complet pour faire une vidéo sur un jeu qu'après je joue jamais. Donc maintenant, j'ai plus ce procédé de dire, si vous voulez vraiment que je consacre
vraiment une journée de travail, il faut quand même me rémunérer, parce que j'ai un certain statut maintenant que j'avais peut-être pas il y a 3 ans. Mais après, ce qui est cool avec nous, c'est qu'on a la double casquette d'avoir la chaîne YouTube avec les vidéos règles et tout, mais on a aussi le podcast. Puis le podcast, ce que ça me permet de faire, c'est de dire, alors, facile, donne-moi le jeu, envoie-moi la boîte, je vais y jouer, puis ça prend 5 minutes en parler dans le podcast, ça me prend pas une journée de travail pour ça. Donc c'est vraiment, maintenant, je peux dire, écoute, si tu veux pas me payer, il y a le moyen de dire, on fait comme ça avec la boîte. Mais en termes monétaires, je vais quand même travailler pour cette vidéo, donc il faut qu'il y ait quelque chose pour une boîte gratuite, j'en ai plein à la maison. C'est plus quelque chose qui me fait genre sauter de joie en fait. Parce qu'après, trop de jeux, quoi. Voilà. D'accord, merci. Donc là, peut-être on rentre dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut faire confiance aux influenceurs? Toi, quand tu parles qu'on t'envoie des boîtes, que tu dois comment est-ce que tu fais le tri? Est-ce que tu es transparent vis-à-vis de ton audience, que tu appliques, pour utiliser des grands mots, une charte déontologique, ou est-ce que tu dis quand ça, ce jeu-là, on me l'a envoyé, ça c'est une commande, est-ce que tu l'inclus dans ta vidéo, ça fait partie de ta réflexion pour être tout à fait transparent vis-à-vis du public? Moi, je leur mens tout le temps en fait. Je mens pas à mon audience, je leur dis, je les respecte pas. Non, pour moi en fait. Si j'en parle sur la chaîne, c'est sûr que j'ai un intérêt pour le jeu. Dans mes tout débuts, je faisais des vidéos un peu ce jeu-là, je trouve que c'est de la merde parce que blablabla. Et puis ça me faisait rire. Mais là, maintenant que plus que je suis dans le milieu, plus que je rencontre ces gens-là, je trouve de plus en plus difficile de le dire. Mais je pense que c'est important de le dire. Donc les critiques négatives, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Mais il faut que ça soit nuancé. Moi, quelqu'un, des fois, je vois des vidéos qui dit ouais, c'est juste de la merde, c'est de la merde. Puis en fait, il n'y a pas de ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas aimé? Puis je trouve aussi que c'est important parce que pour les gens qui sont vraiment, exemple, disons, ils sont fans de ma chaîne, puis ils aiment ma façon de penser, ils savent quand je dis tel jeu, je l'aime pas. Moi, j'ai eu des gens, des fois, qui m'ont dit, toi, tous les jeux que t'aimes, moi, je les aime pas, puis les jeux que t'aimes pas, moi, je les aime. Fait que c'est aussi, ils se cadrent là-dessus, en fait. Donc, quand moi, je dis, ce jeu-là, je l'ai pas aimé, ils disent, mais moi, je vais peut-être le regarder. Donc, il y a aussi ça. Quand tu as un profil de joueur, il faut un peu pousser vers ça. Après, c'est sûr, maintenant, quand je travaille avec une compagnie qui m'envoie un jeu, je les avertis quand même d'avance de dire, écoute, nous, il y a telle chose qu'on n'a pas aimé. Je vais quand même la faire dans la vidéo, puis des fois il y a des éditeurs qui vont me dire alors parle-en pas, ça c'est à eux de voir, mais moi je vais pas vendre un jeu sur ma chaîne en disant il est trop bien alors que je le trouve pas bien, ça c'est impossible. Mais peut-être qu'il y a des jeux que je vais juste pas en parler, parce que c'est comme ça. Moi si la compagnie, les éditeurs, pour eux ça les avantage pas, moi je suis pas là non plus pour nuire au milieu, quoi. C'est pas quelque chose qui... C'est pas dans ma carte non plus, je suis pas quelqu'un qui aime juste toi j'ai pas aimé ton jeu, je sais pas. À moins d'avoir vraiment une raison, voilà. Chez Helvetic, vous êtes confronté aussi peut-être à des haters, si on peut dire, des gens qui vous critiquent à fond vos jeux. Est-ce que vous avez une veille par rapport à ça? Est-ce que vous approchez ces gens-là? Est-ce que avec OnJeuTube, c'est pas forcément son délire absolu. Est-ce que vous avez, je sais pas, vous êtes attentif à ces personnes qui peut-être sont là juste pour clasher, pour faire du clic, parce que c'est fun de taper et puis ça marche bien de s'énerver? Alors, on fait une veille, de toute façon, c'est absolument nécessaire aussi, parce qu'on a aussi, il y a beaucoup de jeux qui sortent par année, donc c'est clair que nous, on est un peu perdu dans la masse, entre guillemets, donc on fait aussi une veille pour voir un peu ce qui se passe, comment nos jeux sont reçus, etc. Je rejoins aussi ce qu'il dit, en fait, quelqu'un qui nous tape gratuitement dessus en disant c'est vraiment naze ce que vous avez fait sans argumentaire, nous, ça nous sert à rien, en fait. On va pas particulièrement approcher la personne, mais on va juste pas relayer non plus son propos. Par contre, quelqu'un qui argumente en disant j'ai pas aimé pour telle et telle raison, alors c'est clair que c'est pas forcément la publicité qu'on va mettre en avant, mais on prend parce que il y a peut-être des choses qui sont hyper valables pour améliorer un autre jeu, etc. Donc après, c'est toujours aussi la façon de le dire. Puis il y a des gens qui peuvent ne pas aimer un de nos jeux, mais qui ont adoré tout le reste. Forcément, on va essayer peut-être de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment on peut faire pour la suite. Mais oui, je trouve que c'est un peu du bon sens, je trouve, comme il dit. Tu tapes pas gratuitement sur quelqu'un et nous, on n'a pas intérêt à ce qu'on nous tape gratuitement dessus non plus. Mais est-ce que du coup, il y a une relation, un contact, vous chez Helvetic, si vous voyez, je sais pas, il y a un machin là-bas qui a décidé de détester notre jeu, qui tape dessus, est-ce que vous allez rentrer en contact avec cette personne, essayer de comprendre, juste lui parler, lui dire t'as pas été cool, ou essayer de comprendre sa démarche? Si c'est un partenaire de longue date, oui. Si c'est juste comme ça, gratuit une fois, non.
c'est un peu brutal, mais on a autre chose à faire que de courir après tous les gens qui nous tapent gratuitement dessus et puis essayer de leur accorder du temps, quoi. Est-ce que du coup il y a un système un peu de blacklistage? Ceux-là, ouais, on leur envoie plus rien, on fait plus rien avec eux, autant les ignorer parce que finalement ils sont pas très utiles. Cette liste existe dans nos têtes. Ah d'accord, on n'en saura pas plus. Bon. Est-ce que, toi tu nous as parlé tout à l'heure que tu recevais une masse de jeux, donc pour faire le tri entre les jeux, pour te convaincre toi, qu'est-ce que doit faire un éditeur comme Helvétique par exemple? Ils t'envoient plein de jeux, ils disent, toi t'en reçois une quantité phénoménale, d'accord, c'est ce que tu nous as dit, comment? Ouais. Enfin, phénoménal, c'est-à-dire t'as peut-être pas le temps de tous les traiter, c'est ça qu'on va dire. Qu'est-ce qu'elle doit faire, par exemple, Manon, pour te convaincre de parler de son jeu plutôt que de parler d'un autre jeu? Comment ça marche, en fait, ça? Le truc facile, c'est que, bon, je parle au nom des influenceurs, mais bon, c'est clairement mon opinion à moi, mais moi, j'aime quand les gens montrent qu'ils savent ce que je fais. Toi qui a un peu ce côté ah mais ça je verrais trop faire une vidéo là-dessus parce que ça me fait penser à telle vidéo que tu as déjà fait, mais moi ça montre déjà que moi en fait ce qui me rend fou c'est le truc un peu le mail copier-coller qu'ils envoient à tous les influenceurs, tu vois. Ça c'est le truc souvent que je suis comme je vois qu'en fait si je réponds à l'appel c'est juste que ils ont entendu la perche puis c'est lui seul qui a répondu. Ça m'intéresse moins. Moi quand j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent j'aime bien, tu as un ton un peu décalé, tu te prends pas au sérieux, tout, donc je vois qu'ils connaissent mon identité, ça c'est. En fait, plus tu me caresses dans le sens du poil, il y a des bonnes chances que je vais travailler avec toi. En fait. Je suis assez comme ça, donc moi c'est plus là-dessus que je travaille. Du coup, est-ce que tu vas peut-être être plus coulant, plus cool avec ces gens-là qui t'approchaient, qui proposent des jeux ou... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, alors ça c'est pas vrai, parce que bon, je veux pas nommer des éditeurs, mais il y a un éditeur, un des premiers qui m'a contacté, puis qui est vraiment cru en moi, c'est quand même un gros éditeur, et puis des fois il m'envoie des jeux, puis ça m'est vite arrivé, ça m'a fait mal au cœur de dire, écoute, moi j'ai vraiment pas aimé ce jeu, on a joué 8 personnes autour de la table, les 8 ont pas aimé, c'est pas que moi, tu vois, puis j'en ai parlé et tout, et puis je leur ai quand même envoyé la vidéo que j'ai faite. Et puis, tu vois, limite, j'avais envie de m'excuser dans le mail, mais tu vois, quand tu as un bon rapport, ils sont aussi capables de comprendre les raisons pour lesquelles ça n'a pas correspondu à ton jeu, à ton groupe de joueurs, tu vois. Donc, et puis, ils continuent, on est encore en bon contact, donc je pense pas que c'est quelque chose qui... Après, je pense que si ils m'envoient 4 jeux, puis les 4 jeux, je les démonte à chaque fois, je pense qu'il y a aussi ça à la longue. Si pour eux, c'est pas rentable, parce qu'éventuellement, ils voient, ok, alors nous, on s'est trompé sur ce qu'on pensait était ton audience, je peux comprendre. Moi, j'ai pas peur en fait de perdre les éditeurs. Je me dis, ça fait aussi partie du jeu, littéralement. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, c'est un risque à prendre. Je pense que si vraiment, à un moment, je vois que je fais que démonter les jeux d'un éditeur, je vais peut-être me dire, écoute, je pense que finalement, ça correspond pas, puis je vais arrête de m'en envoyer, tu vois. Mais ça m'est vraiment. En général, j'arrive toujours à trouver, puis c'est ça qui est chouette avec le podcast, c'est que vu qu'on est 3 gars dans le podcast, 3 personnes, ça fait qu'on a 3 styles différents. Des fois, il y a un jeu que moi j'aime pas, que Benji va aimer, que David va aimer, et lui il y a des filles, donc il peut y arriver à la maison avec des enfants. Donc toi, c'est plus facile maintenant de trouver au moins quelqu'un qui a quelque chose à dire de positif. Ce qui est pas nécessairement le but pour moi, mais je sais que pour les éditeurs, c'est ça qu'ils veulent en fait, c'est de voir que les gens, il y a un engouement, un enthousiasme autour d'un jeu. Peut-être une question pour revenir au centre du débat, peut-on faire confiance aux influenceurs? Est-ce que tu ne penses pas que toi tu dois avoir une certaine, c'est le cas pour l'éditeur, une certaine transparence de voir, ce que tu nous dis ici aujourd'hui c'est transparent, tu nous expliques dans tes vidéos, est-ce que tu approches cette explication-là, de dire moi j'ai reçu ce jeu-là de cet éditeur-là. Oui, ça je le dis. Je vais commencer mes vidéos en disant j'ai reçu le jeu de merci à telle boîte, merci à Helvétique qui m'a envoyé tel jeu pour que je puisse en parler aux autres. Je vais commencer à expliquer, ils m'ont payé tant, et puis ils s'attendent à ce que je dise ça, tu vois, c'est pas vraiment le but, mais au moins d'avoir cette transparence, bien sûr, ouais. Et vis-à-vis du public, tu penses qu'on peut te faire confiance du coup quand tu moi, je pense une vidéo, quand tu... C'est intéressant cette question parce que je pense que c'est quelque chose qui est méga important en fait. Parce que pour moi, je veux dire, si moi je dis tout le temps tous les jeux sont incroyables, il n'y en a aucun qui est incroyable en fait. Vraiment, s'il n'y a rien que je suis capable de dire, hey guys, ça là, faites-moi confiance, c'est mon jeu de l'année, puis que j'y pense, puis je le crois, mais si je dis ça à chaque vidéo, vous avez des gens vraiment ils vont dire, mais là, j'ai déjà acheté les 4 d'avant et puis ça ne va pas intéresser, tu vois. Donc moi je le prends quand même assez à cœur ça. Je sais qu'il y en a d'autres influenceurs sur différents médias qui ne prennent pas ça à cœur puis que tout est toujours génial.
après, je veux pas parler pour les autres, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose que je me dis, j'ai quand même une certaine responsabilité. C'est pas tout le monde qui a des budgets de fous comme nous à dépenser sur les jeux, et puis, mais je mangerai pas cette semaine, c'est pas grave, mais j'ai le nouveau, Donc, je pense que ça dépend pour qui, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment important de dire, guys, peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde une vidéo qui va acheter un jeu cette année. Est-ce que c'est celui-ci ou c'est celui de la semaine prochaine, toi? Donc, je pense qu'il y a aussi ça. Est-ce qu'on peut faire confiance aux influenceurs? Peut-être pas, mais à moi, oui. Moi, oui. D'accord, on va peut-être revenir du côté des éditeurs. Tu nous as dit que toi, tu avais peut-être la peine quand tu contactes des maisons françaises, parce que c'est... Est-ce que du côté d'Helvétique, vous avez une liste de youtubeurs, d'influenceurs à qui vous envoyez régulièrement? Est-ce que c'est en France? Pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce que ça représente par rapport à votre maison d'édition, en fait, le fait d'envoyer en fait des jeux à des influenceurs. Est-ce que c'est très important, par exemple, de manière très générale, dans un budget de communication pour faire connaître un jeu? Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question. Alors, on a des influenceurs avec lesquels on travaille, ou des boutiques de jeux. Attends, je reprends ma petite liste parce que j'ai bien tout noté. Et évidemment, je ne retrouve pas le nom. Non, mais il y a une chaîne YouTube je ne sais pas si elle est en France ou en Suisse, là j'ai un blanc. Enfin, il y a une chaîne YouTube avec laquelle en fait on profite de leur audience, mais c'est nous qui nous déplaçons, qui présentons les jeux avec eux. Donc c'est-à-dire c'est pas on leur envoie les jeux et c'est eux qui font un pitch, c'est plutôt un accord qu'on a où on se déplace, on présente nos jeux et on profite de leur audience et eux ils ont les jeux en fait derrière. Mais ils ont aussi l'explication, comment ils jouent, etc. Après il y a aussi des fois, c'est ce que je disais avant, on travaille aussi des fois avec des personnes qu'on va payer, mais parce qu'on recherche un contenu en particulier. Et après, il y a aussi plein de fois où on envoie juste des jeux gratuits, sans attendre forcément de retour, et puis là, on prend ce qu'il y a, quoi. En sachant que la plupart de nos jeux se vendent aussi grâce au bouche à oreille. On a aussi un peu des têtes de fil, par exemple comme Bandido, qui est un truc qui est un jeu qui continue de se vendre à l'appel, et qui est un peu une locomotive pour le reste de la gamme. Les autres jeux vont plaire ou pas, mais ça reste un peu un gage de qualité, par exemple, en tout cas pour cette gamme-là, de dire on sait que c'est des petits jeux accessibles, machin, qui se jouent en moins de 15 minutes. C'est peut-être un peu âgé pour y jouer, mais voilà. Mais c'est un peu l'idée, quoi. Ça dépend vraiment des besoins et de ce qu'on a. Mais on travaille effectivement avec des influenceurs et des chaînes YouTube. Après, plutôt en France, plutôt en Suisse. On travaille pas mal de toute façon avec la France aussi pour tout ce qui est francophonie. C'est ça. On commence à avoir des bonnes revues en Allemagne aussi, petit à petit. Et après, c'est à voir comment on va s'ouvrir au monde anglo-saxon, parce que depuis l'année passée, on est aussi présent aux États-Unis. Donc je pense que ça va aussi être une partie du budget, c'est pas le cas actuellement, mais ça va très certainement entrer en ligne de compte. Donc peut-être pour être très clair, donc c'est vraiment important cette relation en fait que vous avez tant d'un côté des influenceurs que des éditeurs. Je crois qu'on a compris comment ça fonctionnait. Toi tu as commencé il y a 3 ans, tu as dit. Ça, beaucoup, je sais pas si toi tu étais déjà dans ce milieu-là il y a 3 ans. Peut-être essayer de voir, est-ce que ça a beaucoup évolué, par exemple, c'est ça la question de ton côté. Bon, tout le monde sait que pendant le Covid, les jeux ont explosé, les chaînes YouTube ont explosé. Moi, on en parlait juste avant, en fait, ce qui est drôle, c'est que moi j'aime bien dire je suis la plus grosse chaîne de jeux de société en Suisse francophone, mais c'est facile parce qu'il n'y a que moi, quoi. Ils ont des plus gros, donc c'est facile de dire en fait c'est moi le plus gros, mais en fait ma compétition est toute en France, et puis donc moi c'est vrai que j'ai toujours essayé d'un peu axer sur tout ce qui est suisse, donc trouver des éditeurs suisses, des trucs comme ça, et puis après c'est vrai qu'Helvétique, c'est un peu cet écart que jeu pour enfants. Moi j'ai pas d'enfant puis je veux surtout pas en avoir, donc je fais tout pour pas en avoir. Mais donc c'est vrai que moi j'ai toujours essayé de un peu axer mon contenu pour ce qui est suisse. Si quelqu'un, si je vais au Protozone et quelqu'un me dit j'aimerais bien que tu présentes mon prototype sur ma chaîne, il y a plus de chances que je vais dire oui à lui qu'à un Français, parce que je me dis j'aime bien mettre en avant la scène suisse. C'était quoi ta question? La
question, c'est si ça avait beaucoup évolué oui, si ça dans le temps, ce rapport. C'est là-dessus que je veux avec... venir. C'est que je pense que ça va pas durer longtemps que je serai la plus grosse et puis la seule. Je pense que c'est quelque chose qui... Tout le monde veut un peu se lancer sur YouTube. J'ai des gens dans mon entourage qui disent « Ah, j'aimerais bien me lancer là-dedans. » Après, ce qui a évolué, c'est que moi, je pense qu'il y en a tellement maintenant que... Même moi, quand je vais voir des éditeurs, des fois, ils me disent « Ouais, non, je cherche pas de nouveaux partenaires. » Alors que quand il y a 3 ans, j'ai commencé, j'avais aussi ces réponses-là, mais c'était plutôt sur le fait que mes stats, c'était pas assez bon. Ils regardaient ma chaîne, ils disaient « Comment d'abonnés? Non, ça m'intéresse pas. » Maintenant, j'ai des chiffres qui sont adéquats, mais peut-être qu'il y a des gens qui disent « Écoute, on a essayé de réduire nos quantités, parce que les éditeurs, souvent, ils me disent qu'en fait, on fait que ça, des copy-press, on en envoie trop. » Donc je pense que maintenant, il faut pas oublier qu'avant YouTube, c'était un peu le truc que les gens allaient regarder. Maintenant, de YouTube, t'as Instagram. Instagram, ça marche du tonnerre. Puis, je vais faire attention à ce que je veux dire, mais je veux dire, c'est un peu plus simple de prendre une photo d'un jeu et puis de le vendre un peu dans la description que de prendre toute une journée à faire du montage avec 2 caméras, avec tu vois, un avis, puis il faut y jouer, puis il faut y jouer 4 fois pour que je puisse dire, ben, c'est cool à 1, à 2, à 3. Tu vois, donc il y a un peu plus de travail. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent, n'importe qui peut se lancer un compte Instagram qui marche avec les jeux au final. J'ai un exemple qui me vient en tête, mais récemment il y a RTFG Board Game, je sais pas trop, un gars qui en fait il fait des images intelligence artificielle. Exemple, si Wingspan était vrai, puis ça montre les oiseaux, les machins, alors que c'est déjà vrai les oiseaux, mais bref. Puis lui, cette chaîne, en fait, j'ai regardé ça il y a, je sais pas, un an, il y avait peut-être 500 abonnés, puis maintenant il est à 3000. Donc ça pop très vite. Alors que moi, j'ai travaillé 3 ans comme un malade pour arriver à 5000 abonnés sur YouTube, mais YouTube, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ces abonnés-là. Et puis maintenant, tu as TikTok. Donc il y a un peu de tout qui commence, puis TikTok en jeu de société, je sais pas comment tu réussis, hein, mais parler 5 secondes sur un jeu, regardez, c'est trop bien! C'est fini, tu vois. Donc ça, c'est tous des milieux qui changent. Je pense que YouTube, c'est justement, j'ai l'impression que c'est déjà le truc des vieux, tu vois. Je me sens déjà, moi je suis prof de métier à la base, puis quand je parle à mes élèves, moi j'ai une chaîne YouTube, ils sont comme quoi? Mais est-ce que t'as un truc TikTok? Je suis comme, je sais pas même pas ce que c'est en fait. Donc je dirais que c'est plus ça qui a changé. Puis je me demande ça va être quoi dans 5 ans, quoi. Est-ce que vraiment les chaînes YouTube, pour un éditeur d'envoyer une boîte qui potentiellement aura peut-être 500 vues, est-ce que c'est quelque chose sur les 500, comment ils vont l'acheter? Je sais pas, je me pose des questions. Je pense qu'on va tourner du côté des éditeurs. Pour l'avenir, est-ce que tu regardes dans ces médias qui arrivent, justement on parle de TikTok, pleine explosion, beaucoup de vidéos, beaucoup de vues très rapidement. Je ne sais pas si vous êtes présent là-dessus, si vous avez une stratégie là-dessus. Qu'est-ce que ça t'évoque pour l'avenir? Alors, je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il a dit, mais il y a aussi un fait qui est que actuellement, et je parle en magasin globalement, moi j'ai fait beaucoup de librairies avant. Tu me posais la question au début, est-ce que je suis dans le métier dans le milieu du jeu depuis longtemps? Non, mais j'ai fait de la librairie pendant très longtemps. Et ça fonctionne quand même relativement pareil, dans le sens où, à l'époque, tu pouvais mettre un livre ou un jeu sur table, il avait 3 mois de vie, tu pouvais vraiment le laisser, le présenter, machin, t'avais le temps. Maintenant, en 15 jours, c'est fini. Des fois même moins. C'est-à-dire que tu reçois une nouveauté, une semaine d'après, tu l'enlèves de table, tu dois mettre autre chose à la place. Et à ce niveau-là, c'est un gros changement. C'est clair que le travail qu'il fait sur la chaîne YouTube, c'est ultra conséquent. Moi, je pense que ça dépend aussi quel public tu vises. Par exemple, un adulte. Faut pas oublier que selon l'âge des gens que tu vises, c'est quand même les parents qui achètent. Donc c'est clair que peut-être les parents sont quand même plus consommateurs d'Instagram ou de YouTube. Par contre, les jeunes, on l'a vu, alors moi j'ai un exemple avec les livres, hein. Pendant le Covid, il y a eu un truc qui s'appelait Burn After Writing. C'était un livre en fait que tu écrivais des petits trucs un peu glauques ou secrets, et après le concept c'était tu le brûlais. Ça a eu un tel succès que ça a été en rupture de stock, et ils continuent de se vendre. Ils ont fait des éditions spéciales, France, machin, ce que tu veux. C'est monstrueux. Je pense qu'il faut pas oublier, TikTok en tant qu'implication, c'est un influenceur. C'est vraiment monstrueux la place que ça prend, et je pense qu'il ne faut pas négliger cette place-là. C'est pas le même travail, tu vises pas les mêmes personnes, mais c'est quelque chose qu'il faut intégrer forcément à ta stratégie de communication et à ta publicité, quoi. Et ça, vous le faites chez Helvétique? Enfin, vous y réfléchissez? Alors, on a un compte TikTok, en fait, je crois qu'on a des comptes sur à peu près tous les réseaux sociaux possibles, on les utilise pas de la même façon. C'est-à-dire que nous, notre chaîne YouTube, par exemple, tu peux trouver les règles de absolument tous nos jeux, expliquées dans 3 langues ou 4, donc ce qui fait que c'est une aide en fait pour les gens. Notre canal de communication principal, ça reste Instagram.
Facebook, on l'utilise aussi, mais ça fonctionne beaucoup moins. Mais Instagram, c'est vraiment le principal. Et on a une chaîne TikTok sur laquelle on n'est pas très actif, mais on garde quand même parce que ça revient au travail de veille dont tu parlais avant. Il faut être présent sur ces réseaux pour voir ce qui se passe, etc. Et je rebondis sur ce que tu disais, t'as 3 minutes, t'as 30 secondes pour présenter un jeu. Ben oui, mais ça se fait. Par exemple, il y a une chaîne TikTok où le concept, c'est elle présente des jeux de poche. Donc des jeux qui sont très petits, que tu peux prendre dans ton sac à main. Et typiquement, nos jeux, notre Game Pocket, elle passe là-dedans et elle a déjà présenté un ou deux de nos jeux. Je ne peux pas te dire exactement est-ce que ça a des conséquences sur nos ventes, mais par contre, il y a de la visibilité comme ça aussi. Puis je veux juste préciser que quand je disais 30 secondes, je suis pas en train de dénigrer leur travail, hein, parce que je trouve que c'est encore plus difficile de rendre quelque chose d'intéressant en 30 secondes. Donc j'étais pas juste que ce soit sur caméra. Tu parlais de cette chaîne TikTok, là tu envoies des jeux, vous les avez contactés directement, comment ça s'est passé justement parce que... Je sais pas. Non, vraiment, j'ai aucune idée. Je suis tombée dessus complètement par hasard parce que j'ai vu le concept, puis je me suis posé la question si le jeu était dedans. Mais en plus, c'est une chaîne en anglais, donc je suis pas sûre que ce soit vraiment nous qui l'ayons contacté. Je pense que c'est plutôt par hasard, elle a eu nos jeux et elle a décidé d'en parler parce qu'en plus, c'est vraiment un ou deux en particulier qui sont des jeux assez anciens. Ouais, c'est des jeux assez anciens, en fait. Donc c'est pas forcément ceux qu'on va mettre en avant maintenant. Est-ce que moi je peux poser une question? Ouais, je t'en prie, vas-y, pose une question. En fait, moi ce qui m'intéresse, c'est que, on parlait beaucoup que c'est surtout des jeux pour enfants, où il y a une gamme très axée sur les enfants. Est-ce que pour vous, moi qui connais absolument rien des jeux pour enfants, est-ce que vous visez les enfants ou les parents d'enfants? Dans le sens que quand il y a des vidéos qui sont tournées ou que vous allez voir des influenceurs pour... Est-ce que c'est genre, eux ils sont comme bonjour les enfants, voici un jeu qui est pour vous, ou c'est comme si vous voulez jouer à ça avec vos enfants? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi, c'est ce qu'on dirait que alors, oui, ça c'est peut-être aussi un truc que je dois un peu rectifier, pas qu'on pense qu'on fait que des trucs pour enfants. Non, parce que c'est pas le cas. Ouais, mais alors cette gamme-là, typiquement, c'est une gamme qui est en fait accessible à partir de 6 ans. Alors il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est pas des enfants parce qu'il y a des jeux de 0 à 5, etc. Ouais. Nous, on n'a pas de jeu vraiment qui s'adresse à des enfants plus jeunes parce qu'on a quand même on veut avoir des mécaniques qui sont assez simples. Mais qui sont normalement accessibles aussi pour que tu puisses jouer en famille, adulte, enfant, et que ça passe typiquement Bandido, où tu peux avoir du plaisir à jouer, même en tant qu'adulte. Après, je sais qu'on travaille aussi des fois avec des groupes de parents qui ont des chaînes YouTube ou des associations, etc. Et ces personnes-là, typiquement, vont présenter nos gammes de jeux qui sont plus axés enfants. Donc, mais encore une fois, t'es pas la cible, je vais pas forcément t'envoyer ce jeu là, ça veut pas dire que tu peux pas avoir plaisir, mais dans le sens où on va un peu orienter aussi, c'est normal finalement. Si t'as que des jeux, si t'as un joueur qui fait beaucoup de jeux de rôle, des jeux beaucoup complexes, il va, je pense, beaucoup moins s'éclater avec nos jeux à nous qui sont très colorés, avec des mécaniques assez simples, même si on essaye de faire des choses un peu intéressantes. Voilà quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. D'accord. Vu que vous vous posez des questions entre vous, je crois on a pas mal discuté, nous trois. Peut-être qu'on peut laisser la parole au public. Je sais pas s'ils ont des questions à poser à nos interlocuteurs. Je peux passer dans le public, passer le micro si vous avez quelques questions. Il suffit simplement de lever la main. Ouais, j'arrive. Peut-être avant de poser la question, est-ce qu'à votre avis, on peut faire confiance aux influenceurs? On va voir, ça c'est... Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, voilà. Je pense qu'on arrive à se forger une opinion, à avoir compris un peu comment marchait le système de manière générale. Je pense qu'on a dressé à peu près le portrait. Maintenant, on peut passer effectivement aux questions. Excuse-moi pour l'interruption. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une première question qui s'adresse un peu aux deux et selon votre perspective, ce serait à quoi ressemble en fait un contrat, ou je ne sais pas ce qu'on peut dire, un accord entre un influenceur, une influenceuse et puis un éditeur, une éditrice. Ouais, moi j'ai l'impression que je vais répéter un truc que j'ai déjà dit, mais en fait ça dépend typiquement de est-ce qu'on fait une demande particulière ou pas. Parce que dans le cas où on fait une demande particulière, c'est clair que c'est un contrat, on demande quelque chose de particulier.
ça ne veut pas dire que la critique négative peut pas popper, mais généralement, si on fait une demande à un influenceur, on ne va pas forcément demander une critique. On va demander une mise en avant de l'ambiance ou... Enfin, je sais pas comment dire, c'est vraiment un contenu différent. Donc c'est pas je t'envoie la boîte, fais-moi une vidéo et puis démonte le jeu, ou au contraire l'encense. C'est vraiment pas le même travail. Ça va être vraiment du contenu que nous on peut réutiliser pour orienter le public justement. Mais c'est juste que c'est du travail en fait qu'on sépare entre guillemets parce qu'il est fait par quelqu'un d'autre. Et c'est là où c'est important de travailler avec des gens qui sont des partenaires de confiance, qui on sait aiment nos jeux, où on aime leur ton et leur façon de le présenter. Qui je pense est complètement différent que si on envoie juste une boîte en disant bah voilà, advienne que pourra quoi. Mais... J'arrive. Du coup, pour compléter, est-ce qu'au niveau de l'éditeur, vous avez des contraintes que vous imposez aux influenceurs, influenceuses, ou est-ce que c'est plus dans la sélection des personnes qui fait que vous leur laissez carte blanche et puis du coup vous permettez en fait de n'envoyer des jeux qu'à des personnes en fait qui ont une réception qui vous conviendra en fait. Sans jugement négatif ou positif sur la question. Non, je pense que encore une fois, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche. Si on veut un contenu spécifique, on va avoir des exigences spécifiques. Sinon, vous aimez pas, ça fait partie du jeu, quoi. Et ça ressemble à quoi, par exemple, des exigences type c'est ça la question. Joker. Non, alors, je peux pas vous répondre précisément parce que je fais pas partie enfin, je travaille pas directement avec la personne qui s'occupe de sa chaîne d'éthique. Donc, je n'ai pas la réponse exacte, mais je pense que tu peux peut-être répondre. Bon, je veux dire, il faut pas oublier que la majorité des gens qui font ce que moi je fais, c'est clairement par passion numéro un. Je veux dire, oui, il y en a qui vivent de ça, mais pas en Suisse. En France, oui, et puis ils vivent de... Ouais, bref, c'est pas ça la question. Mais en fait, c'est sûr que moi, si quelqu'un commence à m'envoyer une liste, alors ça, il faut que tu fasses ça, 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 puis ça, puis il faut pas que tu fasses ça, 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 puis ça, je vais pas travailler avec lui souvent. Je pense qu'il y a un peu une relation de confiance quand même. C'est-à-dire que, je veux dire, en général, on travaille avec des compagnies qu'on aime, on travaille avec des gens qu'on a peut-être déjà vu en festival ou quelque chose. Moi, tous les contrats que j'ai eu, alors que j'ai jamais signé un truc, ou tu vois, j'ai pas eu une liste formelle, mais c'est surtout, exemple, j'ai vu telle personne qui a dit « Ah ouais, je suis sûr que tu vas aimer ce jeu-là, machin, je te l'envoie, et puis tu me fais un retour avant de faire ta vidéo. » C'est souvent ça, c'est souvent vraiment sur l'affectif, puis juste de parler, puis « T'as pensé quoi de ça, ça? Ouais, écoute, j'ai pas aimé, mais est-ce que tu l'as essayé à 4? Ah, mais je l'ai essayé à 4. Ah, mais j'ai toujours pas aimé. Ok, mais pense-en pas, tu vois, c'est plus là-dessus. Moi, c'est vrai que si quelqu'un me dit demain, non, alors il faut que tu fasses ça, puis ça, tu peux pas en parler, je vais faire la vidéo parce qu'on s'était entendu, mais je ne retravaille plus avec. C'est surtout vrai, donc là c'est vraiment un rapport avec éditeur, mais c'est surtout vrai avec, moi j'ai reçu énormément de demandes pour des campagnes Kickstarter. Monsieur et madame tout le monde qui se lance un jeu puis qui font un mail copier-coller à tous les influenceurs, puis moi je le reçois. À l'époque, moi j'étais un peu en mode « Ah, je vais avoir un Kickstarter gratuit », puis en fait c'est des jeux qui sont pas nécessairement finis, qu'il y a des règles qui marchent pas du tout, puis ça tourne pas. Puis au final, après ça ils te demandent « Non, mais est-ce que tu peux aller l'amener à la poste pour l'envoyer avec... » Au final, j'ai pas aimé ton jeu, puis tu me fais travailler. Donc ça maintenant, je fais vraiment gaffe avec des gens qui sont pas nécessairement dans le milieu, mais des éditeurs en général, ils savent. Et puis, c'est la même chose pour eux. S'ils m'envoient un jeu, puis ils disent « T'en penses quoi? » Puis j'en fais une vidéo, puis je le démonte, peut-être qu'ils vont plus me l'envoyer. Mais s'il n'y a pas quelque part où ils vont m'écrire pour me dire « Ah, mais t'es horrible d'avoir fait ça. » Donc c'est vraiment... encore une fois, je parle en tant que quelqu'un qui a pas peut-être qu'il y en a qui ont des contrats signés, puis ils font 14 vidéos là-dessus. C'est pas mon cas, en tout cas. Donc de ce que je connais, j'ai l'impression que le milieu est très... c'est un peu avec la poignée de main de « Tiens, je te donne le jeu, t'en fais une vidéo, ok. » Voilà. Ça répond à ta question? Oui. Dans le public, d'autres questions? Oui, j'arrive. Déjà, merci pour la super discussion. J'ai deux questions. La première, c'est le rôle des auteurs là-dedans. Est-ce qu'eux-mêmes peuvent, ou certains auteurs sont des influenceurs eux-mêmes ou des influenceuses, ou où ils sont dans le mix éditeur-influenceur. Et la deuxième question, c'est plus pour toi, Mathieu, c'est en fait finalement c'est quoi la raison principale pour laquelle tu fais ça? Tu parlais de plaisir, mais au final tu parles aussi beaucoup de travail quand on t'entend, donc quelle est la balance, puis finalement c'est quoi ton objectif? T'es déjà le plus grand en Suisse, mais est-ce que c'est juste une course au clic comme tu l'expliquais un peu au début, ou finalement c'est quoi l'objectif, et est-ce que tu dois faire ça longtemps aussi? Je vais déjà répondre à la deuxième, puis on redemandera de poser la première, j'ai déjà oublié.
Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Faut savoir que moi j'ai commencé pendant le confinement. Moi je suis prof, et puis donc il fallait que je me filme à tous les jours pour donner des cours. Et puis je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, et puis c'est-à-dire que la petite caméra qu'il y avait sur mon laptop, ça me rendait fou. Donc j'ai acheté une bonne caméra, et puis après ça j'avais tout ce qu'il fallait à la maison. Et puis ben, j'étais un peu en train de tourner en rond dans ma salle de jeu, puis je me suis dit, je vais faire une vidéo sur comment jouer à Catan. En fait, ma chaîne elle a vite pris. Quelque chose que je m'attendais pas du tout. Et puis moi j'ai trouvé une petite clé du succès qui ne marche plus du tout mais qui marchait à l'époque, c'est que Board Game Arena, un site pour jouer à des jeux en ligne, n'importe qui pouvait mettre une vidéo. Puis tu pouvais créer plein de comptes et puis aller liker la vidéo pour qu'elle pop en premier. Donc chaque personne qui allait regarder une vidéo règle pour jouer à tel jeu, ben, c'était la mienne qui montait en premier. Et puis ça m'a donné énormément de vues alors que j'avais pas beaucoup d'abonnés, c'était un drôle d'algorithme. Et puis maintenant ça marche plus trop comme ça. Donc de toute façon le professeur Board Game il les a toutes, donc je me bats pas avec lui. Mais donc ça m'a vite lancé dans le truc. Et puis après, ben, quand il a fallu retourner à l'école, et puis ben, j'avais plus nécessairement le temps, il a fallu que je coupe mon pourcentage. Là maintenant je travaille à 70%. Et puis ça commence à devenir chaud financièrement parce que de vivre à Lausanne, tu vois, dans un appartement, ben, ça coûte. Et puis d'être youtubeur de jeux de société dans le monde francophone, ben, il n'y a pas grand-chose. Mais ce que je perds en financier, je le gagne en ça, quoi. Je veux dire, le fait qu'on me demande de faire une conférence, il y a 3 ans, personne ne m'aurait demandé de parler en public. Il aurait fallu que je force mes élèves à m'écouter. Non, mais je veux dire ça, puis on va à des festivals, il y a des gens qui nous reconnaissent, qui ont des t-shirts, c'est vraiment un truc humain. Mais non, c'est vraiment parce que je fais ça par passion, quoi. Et puis, ben, comme je dis, s'il n'y avait que la chaîne, c'est vrai que c'est dur parfois d'être seul devant une caméra dans une pièce et puis d'être un peu, moi j'appelle ça un echo chamber, c'est vraiment l'idée que t'entends que ta voix tout le temps, puis j'entends ma femme dans l'autre pièce qui rit quand je recommence 12 fois la scène. Puis, mais maintenant que j'ai le podcast, c'est vraiment un truc de potes, quoi. On est 3-4 potes, on a des invités, on fait un épisode avec Bruno Catala, il nous invite chez lui, on est chez Bruno Catala avec ses as d'or et puis ses trucs, puis on est comme, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Donc c'est vraiment plus le côté humain que je trouve super gratifiant. C'est aussi pour ça que j'ai aimé les jeux de société. Moi je viens des jeux vidéo à la base, tout seul dans ma pièce. Et puis vraiment en fait d'être en groupe, en société, c'est ce que je kiffe. Après projet à long terme, tout à coup je réfléchis pas du tout à ça. Moi ma vie, je vis en Suisse sur un coup de tête. Je fais toute ma vie sur un coup de tête. Donc je sais même pas ce que je fais l'année prochaine, quoi. Fais gaffe parce que moi j'ai fait des enfants sur un coup de tête. Ouais, ça c'est. Alors je fais tout pour pas faire ça, mais. Ah mais les coups de tête. Donc je t'avoue que c'est ça. Donc moi c'est vraiment le côté humain qui me botte dans le milieu. Et puis je pense heureusement qu'on a ça. Est-ce que tu veux que Thomas repose sa question? Oui, la question c'était les auteurs en fait. Oui. Quel est le rôle entre éditeur et influenceur? Est-ce que l'auteur peut être un influenceur? Oui, à fond. Donc moi je vais vite y répondre, je te passe le micro. Moi ce qui est cool c'est que justement plus je rencontre des auteurs, soit par le biais d'un interview au podcast, c'est Sébastien Pochon qui vit juste à côté de chez moi, en fait c'est devenu un pote parce qu'il vit à côté, il est venu 2-3 fois sur le podcast et puis lui souvent il va me dire tel jeu va sortir bientôt, il va me dire peut-être que tu vas aller en contact, puis ils vont un peu pousser des fois quand ils te connaissent à dire j'aimerais bien que lui il fasse une vidéo dessus. Donc ça m'arrive des fois d'avoir des auteurs qui vont m'écrire après souvent quand c'est les auteurs qui m'écrivent, comme je disais avant, c'est un peu les campagnes Kickstarter, c'est ces gens qui lancent eux-mêmes leurs trucs, qui vont m'écrire je suis méga fan du podcast, est-ce que je peux t'envoyer mon jeu? Puis ça m'est arrivé une fois de devoir dire à un de mes fans j'ai vraiment détesté ton jeu en fait. Donc c'est pas une position que j'aime beaucoup prendre, mais c'est des gens qui se lancent un peu dans le vide, puis je pense que si on fait que leur dire c'est trop bien, ça peut faire mal, quoi. Donc voilà. Je dirais que du point de vue des auteurs, c'est quand même eux qui ont mis toute leur trip, qui ont suivi sang et eau pour leur jeu, donc c'est eux qui sont le plus à même d'en parler. Après t'as des gens qui sont plus ou moins à l'aise en public, mais ça reste les meilleurs ambassadeurs pour leur jeu, etc. En sachant que il y a aussi des auteurs. Nous on a un auteur chez nous entre autres qui travaille dans une ludothèque ou dans un bar à jeux, mais en France, typiquement lui il va faire super bien sa pub, quoi, tout seul. Donc oui, l'auteur est aussi influenceur d'une certaine façon. Après, c'est clair que ça se fait d'une manière complètement différente. C'est-à-dire qu'on va pas payer l'auteur pour qu'il fasse sa propre pub, en fait. Il va le faire d'office. Notre travail à nous, ça va être de l'accompagner et puis de faire au maximum pour que ça se vende encore mieux, en sachant qu'on va jamais demander à un auteur de faire sa pub tout seul.
je veux dire, on a un budget qui est là pour ça, quoi, pour contacter des influenceurs, pour contacter la presse, etc. Et c'est pas à l'auteur de le faire. Après, si l'auteur le fait d'office, est présent sur les réseaux sociaux, a un très grand cercle d'amis et tout, c'est clair qu'on va lui demander, vas-y par exemple, et il va le faire automatiquement. C'est même pas un truc qu'on a besoin de demander, quoi. Donc je trouve que c'est... Je dirais même que de nos jours, t'es presque, je dirais pas obligé, mais c'est un gros plus. Il y a des gars comme Théo Rivière, qui est à fond toujours sur les réseaux, puis t'en as d'autres comme Pochon qui déteste ça, puis il veut juste se cacher dans une pièce. Donc je veux dire, il y a deux styles. Je pense clairement que pour l'avenir, tu as un peu besoin d'un peu de te mettre en avant et tout. Je pense que pour un éditeur, quand tu signes un jeu Théo Rivière, tu sais qu'il y aura le marketing quasi inclus gratuit, j'ai envie de dire. Donc je pense que c'est quelque chose qui clairement devient de plus en plus présent dans le milieu, ça c'est sûr. Ouais. Mais après il y a aussi, je sais qu'il y a des gens dans le milieu qui ont un peu de la peine avec ce côté auteur-influenceur, parce que par exemple, un exemple très connu, Jamie Stegmaier en Amérique, qui est l'auteur de Site, qui a sa propre chaîne YouTube, des fois qui dit ouais j'aime pas trop tel jeu. Il y a un peu un côté, t'es comme, tu fais un peu partie du milieu. C'est un peu la même chose que tu peux pas avoir un auteur de jeu qui sélectionne des jeux à lance d'or. Tu as un peu un conflit d'intérêts. Donc je pense que ça aussi, ça joue, quoi. J'aimerais juste aussi ajouter que... est-ce que je vais avoir un blanc? Tu parlais de Théo Rivière, oui. Parce que c'est un auteur chez nous. Attends. Non. C'est bien, j'avais un truc, tu sais, je me suis dit, ça va être pertinent, et pas du tout. Oui, voilà, pardon. Il y a aussi une notion où le public, mine de rien, aime mettre un visage sur l'auteur. Donc même si l'auteur aime pas être ultra médiatisé, qui veut pas être présent sur les réseaux sociaux, on peut pas jamais forcer un auteur à faire ça. Par contre, c'est clair que nous, on a tendance à leur demander, est-ce que vous pouvez nous envoyer des photos du process de création? Est-ce que vous êtes prêt à faire une petite interview, vraiment, où vous dites 2 mots face à la caméra? Pas énorme, mais juste parce que ça crée un affect aussi. Puis nous, c'est des gens qu'on rencontre, la plupart on les apprécie quand même, sinon on ne travaille pas avec, forcément. Et du coup, c'est clair qu'on a envie de transmettre ça au public, et tout seul, on n'y arrive pas. Donc on a quand même besoin un petit peu que l'auteur se montre, pour aussi que les gens se rendent compte que, tiens, il y a quelqu'un derrière. Et ça participe aussi au succès d'un jeu, ou d'un livre. Un auteur qui est hyper sympathique comme ça, qui est accessible et tout, forcément, t'as plus envie d'aller vers lui, d'aller vers ce qu'il propose, que quelqu'un qui va être enfermé dans son coin, sur son coin de table, qui va pas vouloir te regarder dans les yeux ou te parler. Ouais, t'as une question? Ça a répondu à ta question? Ouais, très bien, j'arrive. Alors moi j'avais une petite question. À l'époque j'ai travaillé dans la distribution pour Helvetia Game Distribution, et je sais que le contrat a été perdu par mon ancien patron parce que Swiss Game ramassait tous les contrats d'édition quand Asmodée a fait un peu main basse sur tout le système. Je voulais savoir au niveau logistique, Helvétique, ils passent aussi par Swiss Game ou ils font leur distribution eux-mêmes? On fait nous-mêmes. Okay. On fait absolument... Alors, pour la Suisse, en fait, on a un système particulier. Ça dépend de quel pays, etc. Pour la Suisse romande, ce qu'on a, c'est qu'on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je fais partie de l'équipe de vente, donc c'est moi qui me déplace dans les ludothèques, dans les magasins de jeux, dans les librairies, et c'est moi qui fais la promo de nos articles. C'est un inconvénient comme un avantage. L'avantage, c'est que t'es pas perdu au milieu de la masse de tous les autres éditeurs. Que ce soit en plus, nous, on a la particularité de faire des livres et des jeux, donc d'être présent aussi dans des librairies grâce à ça. Et pour pas être perdu au milieu des autres, c'est important qu'on se déplace. Puis aussi, tu crées une relation de confiance avec ses partenaires, et c'est clair que ça marche. Sur le long terme, ça marche. L'inconvénient, c'est que ça te demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, et que tu dois avoir des gens dans ton équipe qui sont dédiés à ça uniquement, ou quasi exclusivement. Donc tout ce qui est logistique et tout, vous avez tout directement, vous avez des dépôts avec vos stocks de jeux, ou vous produisez... Oui, on a des entrepôts. Alors on travaille avec un entrepôt, mais par contre on traite les commandes. C'est moi qui m'en occupe avec une de mes collègues. On s'occupe des retours, des notes de crédit, etc. C'est nous qui répondons aux mails. C'est nous qui allons voir les partenaires. Enfin voilà, on fait tout. Je compatis. D'autres questions dans la salle? Du coup, est-ce que vous faites confiance aux influenceurs ou pas? Ça dépend toujours lesquels. Ça dépend toujours lesquels, exactement.
Je pense qu'on peut clore la discussion si vous n'avez pas d'autres questions. Si vous-même vous avez quelque chose encore à dire, c'est le moment ou jamais. Merci de vous être déplacé. J'allais dire merci. Allez vous abonner. Mettez un like. J'ai mon Patreon. Merci à toutes et tous d'avoir assisté à cette discussion. J'espère que ça vous aura éclairé sur les relations entre éditeurs et entre influenceurs. Voilà.